sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Le constat est alarmant. Les rapports des scientifiques montrent que la nature décline à un rythme sans précédent dans l'histoire humaine. Le taux d'extinction des espèces s'accélère et provoque des effets graves sur les populations du monde entier. La population humaine, justement, a doublé en 50 ans. Nous en sommes aujourd'hui à 8 milliards et nous consommons de plus en plus de produits, de viande d'animaux, de poissons et autres produits dérivés. Jusqu'à 1 million d'espèces sont donc menacées d'extinction. Pour les espèces terrestres, c'est la pression de l'agriculture et de l'urbanisation. Et bien sûr, 13 millions d'hectares bruts de forêt disparaissent encore chaque année dans le monde. Pour les espèces marines, c'est la pression de la surpêche. 9 espèces de poissons sur 10 sont au maximum de leur exploitation possible. Comment sortir de cet engrenage toxique? Comment arrêter ou ralentir cette folle course vers la perte? Eh bien, nous faisons aujourd'hui le débat avec, autour de la table, deux habituels francs-parleurs du mardi. Alain Tosuno, bonjour et bienvenue. Bonjour, Eman. Merci d'être une fois encore des nôtres sur 5 sur 7 matin. Monsieur Sabo, bonjour et bienvenue. Bonjour à Patrice tous et à tous. Sabo, merci d'être en notre compagnie. Merci aussi. Et capitaine Josué Pétéré, représentant donc du point focal CITES, convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Vous représentez donc sur ce plateau le point focal, le commandant Ulysse Korogoné. Bonjour Exactement. Et bienvenue. Merci, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et justement, puisque vous êtes le premier concerné, ou mieux concerné par le sujet que nous autres victimes collatérales, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui l'état donc des ressources naturelles dans notre pays? D'accord, merci. Et victime collatérale, peut-être que c'est embellir la chose. Sinon, nous sommes tous victimes. Il n'y a pas quelqu'un qui soit victime à moitié. Et puis, comme vous l'avez bien décrit, la biodiversité est menacée. Les espèces sont menacées. Et quand on parle de la biodiversité, c'est aussi bien les espèces que les écosystèmes. Et au Bénin, nous avons une référence, c'est la liste rouge des espèces, qui nous donne un peu une image de comment est-ce que nos espèces disparaissent. Et quand la liste rouge a évalué les espèces, au Bénin, nous avons environ 157 espèces de mammifères, c'est-à-dire les espèces à poil qui marchent à 4 pattes. Et là, il y a 58 qui sont menacées d'extinction parmi les espèces de mammifères. Les espèces d'oiseaux, nous en avons environ 590. Il y a environ 56 qui sont menacées d'extinction. Les espèces de reptiles, nous avons environ 109. Et là, nous avons 23 qui sont menacés d'extinction. Les poissons, nous avons environ 357 et nous comptons 6 espèces gravement menacées d'extinction. Et quand nous passons des espèces aux écosystèmes, c'est encore grave. Parce qu'au niveau, par exemple, des forêts denses, c'est environ 30% des forêts denses qui ont disparu au Bénin quand on a fait l'évaluation de 2005 à 2020. Donc c'est vraiment un danger. Et ces espèces qui disparaissent là, ça a une conséquence sur la vie, ça a une conséquence sur le développement, ça a une conséquence sur les activités que nous menons et il faut que nous puissions trouver une solution à cela. Justement, quels sont les facteurs qui expliquent cette dégradation qui n'est pas que propre au Bénin? C'est donc, on va dire, c'est une donnée mondiale, c'est dans le monde entier que cette perte est en train d'être observée et selon l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, plus de 31 000 espèces sont actuellement menacées d'extinction. Ce chiffre qui représente environ 27% de toutes les espèces évaluées. Au Bénin, quelles sont les raisons qui peuvent expliquer le phénomène? Voilà, au Bénin, nous avons pratiquement, on peut faire une catégorisation des causes des menaces. Il y a les causes directes et les causes indirectes. C'est-à-dire quels sont les facteurs qui agissent directement sur l'espèce et sur l'écosystème. Et parmi ces causes directes, comme nous sommes à Cotonou, je vais commencer par ce qui concerne les villes, c'est l'urbanisation.
Quand nous installons les logements au niveau des sites de préservation des espèces, quand nous faisons les routes comme nous voulons, tout ça là agit sur l'écosystème et ça fait partie, c'est une menace pour les espèces. Il y a la pollution, les déchets que nous produisons, où est-ce que nous les mettons, comment est-ce que nous les traitons, c'est vraiment un risque. Il y a la pêche, comme vous l'avez dit, il y a la chasse, parce que nous pensons que ce qui est espèce naturelle, c'est gratuit et qu'on peut aller en prendre comme on veut, et non seulement pour manger comme on veut, mais aussi quand on veut de l'argent, on s'attaque aux espèces pour les vendre. Et le commerce des espèces est devenu un très grand danger pour la survie des espèces et car ça constitue une menace très grave. Et nous pouvons aussi parler des changements climatiques parce que nous ne sommes pas sans savoir que ces derniers temps, et nous ne sommes pas habitués aux vagues de chaleur, aux vagues d'inondation qui arrivent. Donc, il y a ces changements que subit l'écosystème qui fait que ces espèces-là sont gravement menacées. Donc, voilà un peu les causes de menaces sur ces espèces. Il y en a beaucoup, mais je veux m'en arrêter là. Alain Toussenoué, est-ce qu'on peut dire que la situation est critique au Bénin ou par rapport à d'autres pays, ça va plus ou moins? Bon, on ne peut pas dire que la situation est très critique au Bénin, mais il ne faut pas attendre d'être... il ne faut pas attendre que la situation soit très préoccupante avant de commencer par agir. Hein. Nous savons très bien que la nature ne peut pas c'est elle qui est en détresse et elle ne peut pas s'exprimer. Donc il revient aux hommes de tirer la sonnette d'alarme. Parce que c'est les hommes qui en bénéficient. Voilà. Donc en fait, on sait très bien, au-delà des chiffres, c'est que lorsque vous discutez avec les populations, les communautés, vous voyez, il est de plus en plus difficile d'avoir accès à un certain nombre d'espèces. Avant, pour trouver un arbre ou une espèce, on n'avait pas besoin d'aller loin. Aujourd'hui, les paysans ou les communautés vont vous dire que je n'arrive plus à trouver tel arbre parce que je veux telle racine, parce que vous savez très bien, ces communautés dépendent donc des ressources naturelles. Donc, ça devient de plus en plus difficile d'avoir accès à ces ressources naturelles parce que justement les feux de brousse, la déforestation a fait que effectivement ces espèces-là sont dégradées. Il y a le rhinocéros noir par exemple en Afrique de l'Ouest qui fait partie des Big Five, et avec le braconnage on a vu comment en Afrique de l'Ouest ici l'espèce est devenue de plus en plus rare et fait partie donc des espèces qui sont citées comme étant donc très menacées. Donc aujourd'hui on se rend bien compte que au-delà de la surexploitation, c'est que on n'a pas mis en place des programmes de restauration donc des écosystèmes. Je crois que on vient de l'entendre. Vous avez des sites Ramsar qui ont été retenus et qui en principe devraient permettre aux espèces de continuer à être protégées. Mais malheureusement, les sites, si on fait l'état des lieux des sites Ramsar dans notre pays, on se rend bien compte que nous avons perdu en superficie à cause de l'urbanisation. Et nous savons très bien donc l'agriculture intensive qui ronge donc les terres qui ne devraient pas être destinées à la production. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui on a ces espèces-là qui deviennent de plus en plus rares. Et comme il a dit, c'est qu'aujourd'hui avec ça, c'est que c'est toute une chaîne. Vous avez des gens qui, effectivement, ces espèces dans l'alimentation, vous voyez, il y a quelque chose qui manque. Et même pour faire les soins, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui se soignent avec les plantes, mais les plantes deviennent de plus en plus rares. Vous voyez, il faut juste aller faire un tour au marché, vous allez voir, il y a toujours des coins où vous avez des racines, et vous demandez aux bonnes dames, elles vont vous dire, ah, il y a telle feuille qu'on ne trouve pas, parce que... Donc, on sent vraiment que la situation est très préoccupante
Et quand on voit tous les services écologiques que ces ressources naturelles nous donnaient, c'est que si on perd ces espèces-là, c'est clair qu'on ne pourra pas continuer à bénéficier de ces services écologiques. Alors, M. Sabo, est-ce que vous partagez cet avis de Alain? Des deux. Je félicite vraiment le capitaine qui a commencé par dire, parce qu'il ne parle pas souvent, son théorie secret, mais je pense qu'il faut qu'il commence par parler maintenant, parce que c'est eux qui sont les gardiens de ces ressources-là. S'il arrive qu'on ne les retrouve plus être gardiens, ben, comme j'ai l'habitude de le dire, et il sera d'accord avec moi ou pas d'accord, nous on le dit. C'est-à-dire qu'ils sont là pour faire comment on dit ça, c'est pas de la répression, ils sont là pour que les ressources ne soient pas traités comme on le dit aujourd'hui, quoi. Ils sont là pour la prévention. Mais il y en a qui ne font pas ça. Ils attendent devant la forêt et tu peux rentrer dedans et aller couper. On vient, maintenant on négocie. En tout cas, c'est pas tout le monde, mais on a vu ça. Maintenant, moi, j'ajoute à tout ce qu'ils ont dit la non-application des lois et des conventions que le Bénin a signées lui-même. On ne peut pas comprendre que, par exemple, je prends les 2 KP, je l'ai souvent dit ici, personne n'a dit le contraire. On a déjà fait plusieurs plans d'aménagement des 2 KP. Mais vous voyez des responsables qui vont construire en béton, ils achètent avec titre foncier, dans les 2 KP. Et ça, c'est les rares forêts que le colonisateur nous a laissées. Le Bénin lui-même, là, n'a jamais, sauf il y a 2 ans, que le gouvernement de la rupture a pris la décision de créer 2 aires marines protégées, Donatin et Grand Popo. Il faut féliciter ça. Même ici, on attend la mise en œuvre de ces aires-là. Donc, on ne peut pas accepter ça. Il n'y a pas d'exemple. Le bon exemple n'existe pas. C'est pour ça que, c'est-à-dire que nous, on est obligés de dire les choses telles qu'elles sont pour que les gens soient sensibles. La monoculture, si on dit l'agriculture, c'est pas l'agriculture ici, un paysan qui fait 5 hectares ici, avec maïs, riz, c'est pas ça. C'est de la monoculture exclusivement, du coton, avec les pesticides et les engrais chimiques de synthèse. Il faut dire ça. Ensuite, j'ai toujours dit ici, si vous quittez Cotonou, Abomey-Calavi, les grandes villes de Cotonou et du Bénin, comment se fait-il qu'on a toujours des sacs de charbon? On se demande, lorsque les gens, est-ce qu'ils évaluent combien d'arbres on a tués, massacrés, saccagés, tout ça, et mettent dans un sac, selon là, avant de trouver le sac qu'on nous vend ici. Est-ce qu'en lieu et place, on met quelque chose? Qui surveille ça? C'est pas normal. C'est tout ça là. Et l'urbanisation, on en crée de jour en jour. Moi, je ne comprends pas que vraiment on puisse. Je donne le cas et vous allez voir de quoi on parle. Si on va à Ouedo, là, Ouedo aujourd'hui, la cité Ouedo, ceux qui étaient à Ouedo il y a 10 ans et sont partis là aujourd'hui, là, ils vont croire que nous sommes au paradis. C'est bien, mais quels sont les dégâts causés à la nature pour en arriver là? On peut prévoir quelque chose à côté. On peut utiliser... Est-ce que l'urbanisation, justement, ne va pas avec des mesures? Quelle mesure? Plus la population augmente, plus on a besoin d'espace pour étendre les tentacules. Ce n'est pas toi et moi... on va étouffer. Ce n'est pas vous et moi qui allons vivre dans ces cités-là. C'est pas ça. C'est pour les fonctionnaires. Mais c'est pas notre... des logements sociaux. C'est pas... Non, on nous a pas dit ça. Sociaux. Si vous allez voir ça, là, moi je suis d'accord, qu'on fasse New York, de Cotonou, du Bénin, New York, Washington, tout ça, je suis d'accord. Mais nous allons voir nos réalités. Là-bas, là, ils sont capables de faire de la résilience facilement, de changer les choses très facilement. Nous n'avons pas cette capacité-là, mais on veut reproduire la même chose. C'est pas normal. Pour vous, il faut laisser les arbres. Non, on peut faire ça. On peut faire ça. Mais à côté, on peut réserver 5% ou bien, je ne sais pas, 10 ou 20% de cet espace-là pour faire autre chose. Parce que on ne peut plus retrouver les espaces qu'on a perdus à Ouedo. C'est un exemple. Les espèces qu'on a perdues là, on ne peut plus jamais les retrouver. C'est terminé. Et je dis, normalement, eux, les forestiers ou bien d'autres scientifiques qui sont chargés du recensement de nos espèces, avant de faire ces choses-là, on devrait aller faire du recensement pour voir
quelles sont les espèces en danger qu'on a trouvées ici? Est-ce qu'on doit travailler ici? Est-ce qu'on les retrouver? Est-ce qu'on peut faire du prélèvement pour aller les mettre ailleurs? C'est tout ça. C'est-à-dire nous nous amusons parce qu'on ne sait pas les dangers que nous courons. Moi, je préfère dire les choses comme ça. D'accord. Et ce n'est pas terminé. Il y a d'autres. Le Club Med aussi, vous savez ça, on nous a parlé de ça. C'est l'ONTB qui nous a permis de comprendre du Club Med. Eux aussi, ils sont là maintenant. Ils vont faire des choses. Et on leur permet de faire tout ça. C'est un aménagement paysager pour développer le tourisme, mais qui est respectueux des normes environnementales. Nous, là, nous allons crier jusqu'au moment où ils seront dans les normes. Nous allons crier jusqu'au moment où... C'est votre rôle aussi. Oui, c'est notre rôle. Parce que si on voit le projet, on n'a pas l'impression que c'est de respecter l'environnement, la biodiversité. Non, ils peuvent décaper. On dit... Vous avez dit on a l'impression, donc ça peut ne pas être la réalité. Mais c'est ça qui est écrit. On dit hôtel, hôtel luxe de ceci. Mais on souhaiterait que, avant de faire ces choses-là, qu'on fasse un peu le recensement des espèces. Quelles sont les espèces en danger ici? D'accord. Et est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut faire là, ici? Est-ce qu'on peut les retrouver? En amont, il faut les prélever et prévoir dans le même espace là, là où on peut les mettre pour que demain, on en souffre. Parce que je crains. J'étais à Balikwara quand moi je faisais mes premiers mémoires. À Balikwara, à 17h, 18h, vous entendez les cris de crapauds. Aujourd'hui, c'est fini complètement parce que on a dit, on fait l'urbanisation, on cultive le coton et c'est terminé. Je l'ai vu que le crapaud, il y a autre chose. Les vers de terre. Les vers de terre, qui ne jouent pas un rôle simple, un rôle très important pour la fertilité du sol. Donc c'est mon cri de cœur ça. Et je suis heureux de les trouver ici et je me mets à genoux pour eux, pour dire c'est eux qui sont les voix prépondérantes pour sonner le glas. Et nous, on les accompagne. On n'est jamais contre eux, nous les accompagnons. Alors, capitaine Pétéré, vous avez écouté donc, le réquisitoire, on est en droit de le dire, de Patrice Sabot vis-à-vis donc, de certaines orientations, on va dire, du pouvoir central sur un certain nombre de choses. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre? D'accord, merci. Je vais d'abord commencer par, disons, l'importance des espèces. Il y a, j'oublie déjà le nom, qui a parlé des Big Five. Effectivement, il y a une chose, c'est que parfois la population ignore ce que nous avons comme potentialité, comme valeur. Et ça fait qu'on ne valorise pas la nature, on ne valorise pas les espèces. L'hippopotame, au Bénin, nous pouvons dire que l'hippopotame, c'est un Big Five. L'éléphant, combien de personnes ont vu l'éléphant vivant marcher dans une aire protégée? Le lion, le buffle. Combien de fois les gens ont vu un buffle vivant marcher, le léopard? Et pourtant, c'est possible de le faire, et c'est possible de le voir. Là où nous pouvons le voir, ce n'est pas vraiment loin. Hein? Le Guy Banaché, quand on parle de Guy Banaché, même les francolins, quand les enfants ne voient ça qu'à la télé, à côté de nous, à Semen, à Pao, on peut vraiment faire découvrir la beauté de la nature à la population. C'est juste à côté, à 40 km, je crois, entre Cotonou et Ouida. Il y a plein d'espèces là-bas. Nous avons fait un recensement des espèces animales au niveau de la forêt naturelle de Pao. On était surpris de voir qu'il y a tellement d'espèces là-bas. Et ça, c'est le fruit de la conservation. C'est le fruit du travail que certains font. Ce n'est pas seulement les forestiers. Quand on dit c'est les forestiers, je suis d'accord que c'est les forestiers. Mais c'est avec la participation des populations. Parce que actuellement, ce qu'on veut, quand vous protégez et que l'autre ne sait pas pourquoi vous protégez, il ne peut pas se mettre dans la lancée. Donc, je crois que il faut qu'on puisse faire connaître à la population ce que nous avons comme valeur au niveau des espèces, ce que nous avons comme valeur au niveau des écosystèmes. Et par rapport à l'aménagement, effectivement, s'il n'y a pas d'aménagement, l'urbanisation ne fera que détruire les espèces et les écosystèmes. Il y a un effort qui est fait pour un certain nombre de grands projets. Il doit y avoir un plan d'étude d'impact environnemental qui permet quand même de ne pas permettre à ce que les espèces disparaissent totalement. Mais je crois que le cri de cœur, c'est de voir un effort de plus
pour que ces espèces-là puissent être conservées. Parce que ce qui est vrai et ce qui est une réalité, c'est que ce qu'il faut dépenser pour conserver, pour restaurer, pour faire revivre une espèce dans son écosystème, c'est très cher. C'est plus cher que ce qu'il faut dépenser pour conserver dans son écosystème. Et si nous savons ça, nous devons vraiment aller vers ce sens-là. Investir pour préserver, investir pour conserver, pour que ce que nous avons puisse participer au développement. Les végétaux, tels qu'on l'a dit, parfois on ne se rend pas compte. Mais nous, les vivants, nous dépendons à 98% des végétaux. Si nous ne prenons pas garde et que ces végétaux disparaissent, c'est que nous-mêmes nous sommes condamnés à la mort. Donc nous devons donc faire un effort pour que vraiment, quel que soit, nous pouvons bien vivre et avoir la nature et les espèces à côté. Ce n'est pas en faisant partie des espèces que nous allons mieux vivre. Sinon, quand on va finir de construire, quand on va finir d'enlever tout ce qui est comme espèces végétales autour de nous, quand on va finir de tuer les oiseaux, nous allons nous rendre compte que ce que nous avons comme habitat ne sert à rien. Alors, capitaine Pétéré, on se demande aussi quel est l'état quand même de la faune au Bénin, quand on sait que tous les jours que Dieu fait, les gens brandissent sur nos routes des animaux issus de la chasse. Certes, vous me direz qu'il y a la chasse autorisée, et évidemment, est-ce qu'on a un œil sur tout ce qu'on tue dans nos brousses, dans nos forêts? Est-ce qu'on a vraiment un œil là-dessus? Voilà. Il y a la chasse autorisée, bien sûr, mais on ne peut pas dire que tout ce qui est brandi au bord de la voie, c'est autorisé. Il y a parmi les causes de l'extinction des espèces, j'ai cité le braconnage, le prélèvement direct. Et ce braconnage-là, c'est fait par qui? Ce n'est pas fait par des personnes qui viennent de l'extérieur. C'est fait par les communautés, les populations. Est-ce qu'ils savent comment est-ce qu'il faut préserver? On fait beaucoup de répression, on prend les gens, mais l'autre chose aussi est de leur faire comprendre pourquoi est-ce qu'on préserve. Il y a une politique sur la conservation des espèces que l'État essaie d'appliquer, surtout au niveau des aires protégées, mais aussi au niveau des espaces libres. Il y a une catégorisation des espèces pour dire cette espèce est en train de disparaître, n'y touchez pas, parce que si on y touche, on finit par ne pas l'avoir du tout. Cette espèce, c'est une espèce commune, vous pouvez toucher, et voilà les règles pour y toucher. Parce que ce que parfois les gens ne savent pas, c'est que l'éléphant qui est à Pandjari, ce n'est pas pour les gens de Pandjari, ce n'est pas pour les gens de Karimama, c'est pour tous les Béninois. Et donc, pour qu'une personne puisse jouir de cette espèce-là, il faut que vraiment, si je peux le dire, tous les Béninois soient consentants. Et c'est pour ça qu'il y a une politique réglementaire qui est mise en place pour qu'on puisse surveiller comment est-ce que le prélèvement de ces espèces, ce n'est pas seulement les animaux, mais aussi les végétaux, pour qu'on puisse savoir comment est-ce que le prélèvement se fait et quand est-ce que ça doit se faire. D'accord. Allez, selon les principales menaces qui pèsent sur la biodiversité, selon donc les rapports, comprennent la déforestation, le changement climatique, la pollution et la surexploitation des ressources naturelles. Et en exemple, on cite l'Amazonie qui a atteint un niveau record avec 11 088 km de forêt perdue rien qu'en 2020. On s'imagine que depuis lors, les chiffres ont évolué. Ouais. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour ralentir la course? Bon, avant, vous avez évoqué la question des animaux sauvages. Je voudrais d'abord dire, en 40 ans, on a perdu 60% des animaux sauvages. Et en zone tropicale, c'est 89%. Donc, vous voyez le rythme auquel on a cette extinction donc des animaux sauvages. Donc, ça veut dire que si ce rythme-là continue, c'est que nous allons pratiquement tout perdre. On va se réveiller un beau jour, on va se rendre compte qu'il n'y a plus d'animaux sauvages. On va se contenter juste des films et puis des photos au niveau des atlas qui ont été réalisés. Donc je pense que c'est important. Alors,
l'Amazonie, vous parlez d'Amazonie, c'est même très loin. Allons et au niveau donc, du deuxième poumon que nous avons en Afrique ici. Vous allez en Afrique centrale, au niveau au Gabon, au Congo. Mais vous vous rendez compte que, effectivement, que l'homme ne se donne plus des limites. Malgré tout l'arsenal juridique qui a été mis en place pour protéger, tout interdit et tout ça, mais les gens, ils y vont. Parce que, et c'est là où je pense qu'il faut un travail vraiment d'éducation. J'ai un de mes formateurs qui a dit un jour que l'environnement est détruit parce qu'on pense que c'est gratuit. Parce qu'on n'a jamais su inculquer aux citoyens que tout ce qui est dans la nature a une valeur. Parce qu'on n'attribue pas une valeur. Un animal a une valeur. Une forêt a une valeur. Un arbre a une valeur. Et si on faisait l'effort donc d'estimer la valeur de chaque espèce, je crois qu'on arriverait à faire comprendre aux gens en termes, c'est-à-dire pécuniers, que l'éléphant coûte combien. Parce qu'on peut le faire. L'arbre la coûte combien. Si on arrive à faire cet exercice, là, on va faire comprendre aux gens que ce qu'on a en face là, le baobab, l'iroko, si on arrive vraiment en termes d'argent, parce que c'est l'argent qui fait que l'homme il est sensible. Donc si on arrive à faire ça, c'est qu'on va amener les gens à comprendre que, en fait, nous sommes entourés d'un trésor, d'une richesse. Et c'est ça, c'est cet exercice qu'on ne fait pas souvent. C'est pour ça aujourd'hui, si on fait l'état des lieux des forêts classées, et je crois que le doyen l'a dit, on a pratiquement tout détruit. Nous avons dit, allons faire l'état des lieux. Qu'est-ce qui nous reste des forêts classées? Parce que ce sont ces forêts classées qui nous permettent encore d'héberger ce que nous avons comme biodiversité dans notre pays. Et c'est là où en fait c'est les politiques, c'est la gouvernance. Vous avez parlé d'Amazonie, mais nous savons très bien que lorsque on a eu au Brésil quelqu'un qui est arrivé à la tête du pouvoir, on a vu comment on a commencé à détruire, à permettre que on entre dans la forêt et puis qu'on détruise tout. On voit tout. Mais c'est ça. Quand on entre dans une forêt, on ne détruit pas tout. C'est ça. Et ce qui arrive, et ce qu'on constate, c'est quoi? Quand on voit un forestier apparaître dans un village, tout le monde se mettait à courir. Normalement. Même s'il ne se reproche absolument rien. Mais aujourd'hui, est-ce que le forestier continue à faire peur? Il est copain. Mais moi, j'ai connu ça. Et je me demandais, mais pourquoi quand le forestier arrive, puis le gendarme ne fait même pas peur, mais quand le forestier apparaît, tout le monde commence à courir. Parce qu'on sait que quand on le voit, c'est qu'il y a quelque chose qu'il soupçonne et tout le monde commence à fuir. Mais aujourd'hui, on a perdu ça, la peur du gendarme. On a perdu ça. Parce que justement, et on voit autour de nous à quel rythme et avec quel... c'est-à-dire, je dirais, facilité aujourd'hui, on se rend dans les champs et puis on détruit tout. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut absolument décourager. Et tant qu'on ne va pas restaurer cette crainte du forestier, que le forestier ne va pas demeurer le gardien vraiment du temple. C'est un patrimoine, c'est une richesse, il l'a dit. Et c'est quelque chose que si on détruit tout autour de nous et qu'il ne reste que l'homme, mais lui-même, c'est son extinction. C'est lui qui va dire, puisqu'il dépend de cette nature-là. Donc je crois qu'il y a le commerce illégal, mais il y a même par rapport à la chasse et autres, on sait comment on restaure les écosystèmes. C'est assez coûteux. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre de tout détruire avant donc de restaurer. Parce que le coût de restauration est très élevé. Aujourd'hui, on ne peut plus continuer à faire la chasse comme on faisait avant. Parce que d'abord, on est devenu de plus en plus nombreux et on a déjà donc dégradé ou comment on appelle, on a déjà détruit une bonne partie. Avant, quand vous allez à la chasse, si on voit une petite biche là, c'est que on la laisse partir. Moi, j'allais à la chasse, j'ai vu une fois où on a vu une petite biche. Mais quelqu'un l'a attrapé, mais les anciens ont dit il faut le laisser. Il n'a pas encore l'âge. Mais aujourd'hui, vous voyez au bord de la voie, ces petites biches-là, on est en train de vendre. Et tout le monde passe. Ça veut dire que quelque chose a changé.
Et la pauvreté ne peut pas expliquer ça. Parce que nous ne pouvons pas prétester donc de la pauvreté aujourd'hui pour détruire encore ce qui nous reste et qu'il faut conserver pour lutter même contre cette pauvreté-là. Donc il faut mettre en place un cercle pour freiner donc cette dégradation. Vous voyez, le doyen parlait du charbon. Bon, comment on fait pour produire des espèces qui sont destinées donc au bois de feu? Non, c'est-à-dire le gaz même là, coûte plus cher au Bénin qu'en Côte d'Ivoire. Donc, vous comprenez ça? S'il n'y a pas d'alternative, que la population ait une alternative à côté, qui est accessible, disponible. Mais moi, des fois, je dis tout ça, mais je dis, mais on doit manger. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais la cueillette est autorisée. On connaît les normes de la cueillette. La cueillette ne permet pas aux populations d'aller détruire les grands arbres. Tu peux aller couper les branches et venir faire du feu. Il n'y a pas de problème. Mais ici, là, c'est devant tout le monde. On peut abattre un baobab. On peut abattre un iroko. On peut abattre et aller faire du charbon. Est-ce qu'on comprend ça? Oui, un peu. Mais est-ce que la population a autre chose? Vous comprenez, c'est un peu, moi, ma crainte. Et vraiment, je suis d'accord avec lui. Mais s'il n'y a pas d'alternative, je suis en Côte d'Ivoire. Le gaz coûte très moins cher par rapport au Bénin. Nous sommes dans la même sous-région. Pourquoi c'est comme ça? Moi, je ne sais pas. Et il faut l'éducation à tous les niveaux. Vous voyez, un administrateur ou bien un monsieur de la fonction publique qui passe, il va en week-end, il passe dans un beau domaine, il passe partout, il revient dans sa voiture et il gare et il prend au même titre que tout le monde. On le voit. Tout le monde le voit. Si on le voit, il prend. Qui on va condamner? Il n'y a pas à condamner quelqu'un. Ça veut dire, M. Sabo, qu'on n'a jamais acheté d'agouti. Non, mais... Nous sommes sérieux. C'est-à-dire, je demande. Si on parle d'agouti, c'est de la cueillette. D'accord. C'est ça. C'est de la cueillette. C'est pas une chasse organisée pour dire aujourd'hui, on détruit tout. Je vous donne l'exemple. Il y a 3 ans, le capitaine connaît. Moi, j'étais surpris qu'on a trouvé un hippopotame qui est... Ce spécimen-là, qui est entre Alada et Posotobe. Discuter entre les deux endroits. Nous ne savons pas. Mais il y a une histoire connue des deux communautés. Et on ne sait pas comment ça s'est passé. L'hippopotame est venu mourir à Alada. Les gens de l'Alada disent que si c'est ça, il est venu mourir chez lui. Donc, on ne peut pas le prendre chez nous. Ce sont les forestiers encore qui nous ont aidés à aller faire les négociations. Ils ont pu le ramener à Cotonou. Et c'est à nature tropicale qu'on a tout dépouillé aujourd'hui pour matérialiser. Cet hippopotame, il est là maintenant chez eux. Mais est-ce qu'on va seulement voir les cadavres de nos spécimens, de nos... Et c'est pas fini. On a entendu hier un grand cri de détresse dans le Mono, où on dit que c'est un site des hippopotames. Mais aujourd'hui, il y a des populations, je ne sais pas, qui utilisent des pesticides et autres pour faire du champ autour du site. Et on ne sait pas ce qui se passe. Mais j'ai demandé, comme il a dit, c'est sur des sites Ramsar, supposés être protégés. Qui a vu ça? Que disent les tests? Est-ce qu'on a pu faire quelque chose? L'autre chose, c'est que Cotonou est devenu une plaque tournante de la vente des espèces, malgré la loi CITES qui est là. On ne sait pas, à l'aéroport, ça passe. Des espèces, ça passe. On ne sait pas, c'est des Chinois qui font ce commerce-là. Non, on ne va pas... Attends, mais justement, pour terminer... Mais attendez. Non, mais monsieur Sabo, on ne va pas évoquer... Il le sait. Oui, mais on va pas évoquer... Non, il sait ça. On a fait enquête, on les a traduits en justice. Il le sait. C'est pas il faut dire les choses. C'est-à-dire que c'est la première fois. Il faut les féliciter. C'est la première fois que l'Ivoire... Il y a beaucoup de procès aujourd'hui au niveau des tribunaux. Ce n'était pas le cas. C'est eux. C'est grâce à eux. Donc il faut dire, je le dis pour les féliciter. Je dis pour attirer l'attention davantage du pouvoir, pour dire il faut les encourager à aller plus loin. Pourquoi on ne va pas dire qui nous crée les problèmes? Vous voyez, non? Non, je vais finir. Moi, je vais finir. Je n'avais pas fini quand le doyen a... D'accord. Je voudrais dire combien c'est important que tout se tient dans l'écosystème. C'est pourquoi on parle en fait d'écosystème.
Si on tue si on dégrade les forêts et tout, et que les serpents ne trouvent plus les rats, c'est que les serpents vont envahir Les champs, les champs, les cultures selon les suites. vont envahir même les maisons. La maison, voilà. Donc faisons attention. Mais il y a de l'espoir parce que quand on restaure les écosystèmes, vous voyez, toutes ces espèces-là reviennent. Au Népal, on a dit en 10 ans, la population de tigres, le tigre avait disparu. Mais en 10 ans, la population de tigres est revenue à doubler. Donc il y a de l'espoir. Mais est-ce qu'on a aujourd'hui Une politique beaucoup d'argent pour restaurer les espèces? Parce qu'on a dit que c'est assez coûteux. Vraiment. Donc si on ne veut pas demain nous retrouver dans une situation critique où il faudra mobiliser de l'argent, comme on mobilise de l'argent pour faire des routes, on devra mobiliser de l'argent pour restaurer les écosystèmes. Et là, ça va être encore plus difficile parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas déjà facile pour mobiliser de l'argent pour faire des routes. Donc, mais parce que on va se rendre compte qu'effectivement, que nous n'avons plus suffisamment d'espèces et il en faudra. Donc, je voudrais plaider pour que ce qui nous reste, et il faut saluer tout le travail que les communautés ont fait par rapport aux forêts sacrées, qui constituent aujourd'hui des réservoirs de biodiversité au moins. On a perdu une bonne partie des forêts classées, mais les forêts sacrées permettent aujourd'hui encore de conserver ce qui nous reste. D'accord. Voilà. On va permettre, avant de vous permettre, on va permettre au capitaine Pétéré de placer un mot. Merci, je veux réagir un peu sur un certain nombre d'arguments, de points, parce que, en fait, ce que nous faisons, c'est ça qui nous élève. C'est ça qui nous rend fiers. Et par rapport à ça, je veux dire que nous avons entrepris une évaluation de la biodiversité dans les forêts classées. Et ça, je remercie le laboratoire du professeur Cessin, parce que c'est lui qui a conduit de main de maître cette activité. Professeur Cessin, c'est, comme vous le savez, si on peut dire ici, le maître de l'écologie au Bénin. Et quand nous avons fait le tour, moi j'étais invité à l'atelier d'évaluation de ces études-là. Dans certaines forêts, nous avons constaté qu'en 23 ans, en matière de diversité des espèces, nous avons perdu 2 espèces. C'est-à-dire, quand on compte le nombre des espèces qu'il y a il y a 23 ans, il y a seulement 2 qui ont disparu. Mais tout. Non, je viens. Il reste beaucoup d'espèces. Mais en matière d'abondance, parce qu'il faut faire la différence entre l'existence et l'abondance. En matière d'abondance, nous avons perdu beaucoup. Si, déjà, au niveau de l'évaluation, nous savons que certaines espèces, malgré les pressions, ont pu exister dans ces écosystèmes, c'est qu'il y a un effort qui est fait. Et si nous reconnaissons là où nous sommes, nous pouvons déjà prévoir ce que nous pouvons faire pour aller plus loin. Et le projet Forêt classée Bénin, actuellement, est en train de faire un travail très gigantesque par rapport à la substitution de l'énergie. Les espèces à croissance rapide et utilisées de façon domestique comme bois énergie, nous avons des milliers d'hectares maintenant. D'ici 2 ou 3 ans, nous allons commencer par les exploiter, ce qui permet de préserver des espaces naturels pour permettre aux espèces de pouvoir rester dans les écosystèmes et d'utiliser ces parties de forêt que nous avons plantées, non seulement pour renouveler l'écosystème, pour la production de l'oxygène, mais aussi pour satisfaire aux besoins des populations. Et ça, c'est déjà très bien. Je crois qu'il y a un travail qui est fait. Et pourquoi il faut avoir peur du forestier quand il est là et quand il n'est pas là à les détruire? Le Bénin a décidé de changer de politique. En fait, c'est ça. En temps, effectivement, le forestier faisait peur, mais pourquoi c'est quand le forestier est là qu'il faut avoir peur et quand il part, il ne sera pas. Non, quand la désertification va venir, mais ces populations qui ont peur là, ce sont nos parents. Il faut leur expliquer pourquoi est-ce que vous ne voulez pas qu'ils abattent les arbres. Et c'est dans cette optique-là qu'en changeant de paradigme,
il y a au niveau des forestiers quand même un certain nombre de personnes qui sont dédiées à expliquer à la population l'importance de la biodiversité, l'importance de l'écosystème et pourquoi il faut préserver. Et comme Zabou l'a dit, pour ce qui est de la préservation, c'est vrai, on n'est pas là pour voir seulement les espèces quand c'est tué, mais c'est quand même très bien parce qu'il y a certains, quand on parle de l'hippopotame, ils n'ont pas une idée. Mais quand on expose, les populations auront la chance de voir ça. Et je vais profiter de ce plateau pour dire que le 22 mai prochain, la semaine de la biodiversité, ce hippopotame-là sera exposé au palais des congrès pour inviter les bien d'autres espèces, tous les produits de la biodiversité. Pendant la semaine de la biodiversité, il y aura des expositions et nous invitons la population à venir pour voir quels sont les bienfaits, comment est-ce qu'on peut valoriser la biodiversité pour que vraiment nous puissions en tirer un maximum de profit. Comment faire en sorte, selon vous, que les espèces menacées d'extinction soient protégées pour que les futures générations ne considèrent un lion, une girafe ou encore un éléphant comme un mythe? Voilà la question que nous avons adressée à nos amis internautes pour qu'ils puissent évidemment participer au débat. Stan, bonjour. Bonjour Rodrigue Amenga, bonjour à tous. Comment allez-vous? Très bien. Est-ce qu'ils ont réagi ou ils ne sont qu'intéressés que par les questions politiques? Ah oui, ça les préoccupe, ça les intéresse. Il faut dire qu'il y a beaucoup de réactions, beaucoup de suggestions. Donc, 3 solutions se dégagent de leurs différentes interventions. Il s'agit notamment de la sensibilisation. Ils proposent également la reproduction de ces espèces en voie de disparition dans leurs réserves naturelles et surtout le renforcement de ceux qui sont en charge de la protection de ces animaux. C'est ce que nous allons voir à travers les commentaires que vous avez sélectionnés pour nous. Bien sûr. Et nous nous rendons sur la page Facebook de l'ORTV de 5/7 du matin où Achille Tamouté écrit: je crois bien que ce phénomène, ce problème est dû d'abord au changement climatique, à la démographie sans cesse croissante et au braconnage. Et pour moi, comme solution, il faut recenser les types d'animaux en voie de disparition, étudier leur cycle de reproduction et procéder à l'insémination de ces espèces en grand nombre dans leur état sauvage. Canis Bagdi dit ceci: pour protéger, les espèces menacées d'extinction, il faudrait créer et maintenir des réserves naturelles où les espèces menacées peuvent vivre en toute sécurité, lutter contre la chasse et le braconnage qui représentent des menaces majeures pour de nombreuses espèces, mettre en œuvre bien sûr des programmes de réintroduction et de rétablissement des populations menacées, sensibiliser les gens à la nécessité de protéger les espèces menacées et de respecter leur environnement naturel. Gangpin Chtéon assure qu'il faut réorienter les chasseurs vers d'autres secteurs d'activité comme l'élevage, renforcer et accompagner la production animale. Penser à l'élevage de ces animaux en voie de disparition reste également une piste à explorer. Les autorités doivent en outre renforcer nos gardes forestiers et interdire et amender avec la dernière rigueur les chasseurs qui abattent les animaux. Oui, sur Twitter, l'ancêtre de Ins, donc, Delano Zongbe, jure: il faut juste une structure bien spécifique pour s'occuper des animaux. Merci beaucoup à vous, Stan Oussalinkpon, pour ces avis relayés. On se retrouve demain pour évidemment boucler la boucle, en tout cas pour moi, pour ce qui concerne cette semaine. Mais avant, on revient ici en plateau. Monsieur Savo, il y a justement des internautes qui ont proposé de mettre la science au service donc de la reproduction de ces espèces-là, puisqu'on sait aujourd'hui que la science quand même offre de nouvelles possibilités pour la conservation, le séquençage génétique par exemple, qui permet de mieux comprendre la diversité génétique des populations animales menacées, essentielle pour le programme de conservation. Pour vous, je ne trahis aucun secret, qui est quand même vétérinaire, qu'est-ce que vous en dites? Ça vous fait sourire? Mais oui, mais il laisse le plus facile pour aller vers le plus compliqué et le plus coûteux. Je suis d'accord. C'est lorsqu'on veut identifier et faire la traçabilité d'une espèce qu'on est obligé d'aller faire le séquençage pour dire ils nous l'ont volé, nous allons le retrouver ici. Je suis d'accord avec ça. Mais ça coûte cher. On n'est pas à ce niveau-là. C'est pas de ça qu'on parle ici maintenant. Ici, on parle des menaces de l'homme.
au quotidien, ce que nous voyons tous les jours. Si vous allez dans tous nos marchés de proximité, moi j'ai peur, dans 20 ans, est-ce qu'on va retrouver encore les plantes médicinales? Les femmes ne se déplacent plus. C'est des gens qui sont commis et qui vont chercher les choses et vont couper. Si tu cherches une petite plante comme, je ne sais pas, le chaillot naturel qu'on n'a pas planté là, naturel là, tu ne vas plus trouver. C'est loin là-bas, on ne voit plus ça. Même je parle des batraciens, de ceci là. Pour entendre les cris de ces choses-là, il faut aller vraiment loin. C'est compliqué. Moi, je vois à Godomé, je vois à Abomey, je vois partout ces marchés-là qui développent partout. Et tu vois, c'est-à-dire tu vois toujours, tu trouves de la plante de l'herbe fraîche. Capitaine, je ne sais pas si dans 20 ans, on va retrouver encore ces choses-là. Comment on réglemente ce secteur-là? Il faut vraiment nous dire comment faire. Ensuite, le programme d'éducation dans les écoles et les collèges et autres par rapport à la nature, il faut qu'ils insistent pour qu'on mette les moyens. On ait un programme clair pour que les gens sachent que c'est ce qu'ils doivent faire. L'urbanisation, on a vu ailleurs. Si ça s'en va, là, on ne retrouve plus jamais. Les gens parlent de schéma d'aménagement, je ne sais pas, d'aménagement au niveau des communes. Ce n'est pas partout où on va mettre les habitations, chaque chose à sa place. Est-ce qu'aujourd'hui on a conscience de ça? Il faut réveiller. Si ces tests-là ont besoin d'être révisés, il faut les réviser pour que chaque chose reste à sa place. Dans une commune, on a besoin de jardins, on a besoin de forêts, on a besoin de lieux d'aisance, lieux de repos, de tout ça. Oui, il faut respecter. C'est ce qu'on dit. C'est pas les autorités, certaines autorités ont refusé. Ou bien c'est peut-être qu'ils ne connaissent pas très bien les choses. Il faut leur expliquer. Il faut les amener à un séminaire pour leur expliquer la place de l'environnement, de la nature dans chaque commune. Moi, je pense qu'il faut faire ça. Et on a besoin effectivement de manger, de faire de l'agriculture. Mais la monoculture avec. Vous l'avez déjà rappelé. Oui, il faut le dire encore. C'est trop cher pour nous. Je pense que voilà, il faut le faire. Et féliciter aussi. Oui. Toutes les initiatives privées qui font de la conservation de ces choses. Je parle du docteur Peter qui est à Boumekalavi, je parle de Porto-Novo. Il y en a vraiment des initiatives comme ça. Exactement. Donc vraiment, il faut vraiment les féliciter et les encourager à aller plus loin. Très bien. Voilà. Merci, M. Sabot. On rappelle donc le programme sur la semaine de la biodiversité qui démarre quand? Le 22 mai. Le 22 mai prochain, du côté du Palais des Congrès de Cotonou. On pourra voir toutes sortes de productions issues de la nature. Bien sûr. Avec des communications scientifiques. Très bien. Scientifique. Merci beaucoup. Et une marche des acteurs de la biodiversité pour le 25 mai. On sait que quand on parle de biodiversité, ça parle beaucoup à notre très cher Patrice Sabot, qui ne participe qu'à la COP sur la biodiversité. C'est pas. Ça n'intéresse pas. Allez, merci capitaine Josué Pétéré. Merci. Je rappelle que vous représentez sur ce plateau le point focal CITES. Vous passez donc de civilité au commandant Ulysse Kourougouni. Merci. Merci également à vous, Alain Tossunon. Merci. M. Sabot. Merci. On espère vous retrouver très prochainement. 5 sur 7 matin. À suivre dans les prochaines minutes, Hugues Zinsouzunon dans sa présentation pour la page des sports. Juste après la revue de presse de Marcel Arrossi pour boucler la boucle. À tout de suite.